Bonjour à tous et bonjour à tous. On a un monsieur avec nous. On a deux messieurs avec nous. Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. Moi, je suis Fabiola Dor. Je suis journaliste. Je travaille sur des sujets tech et des sujets d'inclusion depuis maintenant presque une petite dizaine d'années. Et aujourd'hui, je suis hyper fière d'être avec vous pour ce sujet tech et santé, les technos qui nous guérissent. Alors, on n'est absolument pas dans le métaverse et je suis hyper fière que ce sujet soit hyper grand public et qu'on ne soit pas sur quelque chose de très tech, très compliqué. Et ce qui est extrêmement bien aujourd'hui, on verra comment la tech est un super outil, un super moyen pour nous aider à prendre soin de nous, simplifier le parcours des patients et surtout nous aider à construire une médecine inclusive. Avant de laisser la parole à nos super invités qui sont chacune expertes dans leur domaine et elles ont soit travaillé dans des structures qui ont des outils qui nous font du bien ou elles-mêmes créé des plateformes qui nous font du bien, j'aime quand même savoir à qui je parle et j'aimerais savoir un peu 2-3 réflexes quand ça ne va pas, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Parce qu'on sera entre nous aujourd'hui, c'est-à-dire que ce n'est pas tant une information qui sera descendante, on a aussi envie de savoir comment la tech vous aide à aller mieux. Donc quand ça ne va pas, madame qui boit son petit café, qu'est-ce que vous faites généralement aujourd'hui ? Oui. Comment ? D'accord, ok. Spotify qui est un outil numérique. Donc déjà, la première médecine, d'accord, ok, très bien. Quelqu'un d'autre ? Madame, avec l'écharpe qui me regarde, oui ? Oui, et quand ça ne va pas, vous faites quoi ? Comment ? Oui, j'ai compris que vous êtes coiffeuse, mais quand ça ne va pas trop, quand vous n'êtes pas très bien, moi par exemple, quand je ne vais pas très bien, je regarde généralement sur Google parce que je suis convaincue que Google c'est tout. Et au bout d'un moment, je fais 2-3 trucs de Google qui ne fonctionnent pas, je prends un rendez-vous chez Doctolib. Mais du coup, vous, c'est quoi ? Doctolib aussi ? Ben voilà. Une Doctolib, 2 Doctolib. Une dernière ? Oui, monsieur ? Comment ? Vous mangez ? Ok, très bien. Alors, on a 2 Doctolib, une qui va sur Spotify, je ne connaissais pas la médecine Spotify, mais je retiens, et un qui mange. Ok, très bien. En tout cas, dans cet échange aujourd'hui, on va voir un peu finalement comment la health tech est complètement rentrée dans nos vies, et on parle surtout d'une industrie, c'est 2000 entreprises en France, biotech, medtech, ou des solutions numériques qui nous aident à aller bien, qui nous font du bien, et c'est ce qu'on verra par exemple avec Juliette de MySLife. Et surtout, c'est une industrie qui est près de 2 milliards, avec un peu plus de la moitié en fonds VC, mais là, c'est un truc déjà un peu plus technique, un peu plus chiant. Je laisse la parole très rapidement à Bettina Révéron, de Social Impact Director chez Doctolib. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Juliette Moreau, CEO de MySLife, et Guillemette Duchâteau, CEO de Olva Medical. Bonjour à toutes et tous. Guillemette, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu fais ? Donc moi, je suis la cofondatrice et CEO d'Olva Medical. Donc chez Olva, on soigne les arythmies, donc les troubles du rythme cardiaque. Et donc pour faire ça, on développe une solution. Donc c'est une plateforme interventionnelle qui est utilisée par les médecins pendant des opérations spécifiques, qui est portable et réutilisable. Ok. Tu peux y aller, Juliette. Donc, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Juliette Moreau, donc je suis la CEO et cofondatrice de MySLife. MySLife aide les femmes à prendre soin de leur santé intime et sexuelle à travers une application, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Bettina. Alors moi, je m'occupe de l'impact social chez Doctolib. Donc je crois que tout le monde connaît Doctolib, mais je pourrais vous en dire un petit peu plus après. Je suis contente que ce soit ressorti 2 fois dans les réponses. Et l'impact social chez Doctolib, ça veut dire d'abord mesurer comment on influence les parcours des patients et leur santé. Donc mesurer cet impact social dans le système de soins, identifier les zones où il faut qu'on fasse mieux, Doctolib pour avoir un impact positif. Et il y a aussi des aspects plus internes de réduction de l'empreinte carbone de l'entreprise et d'assurer qu'on est un employeur juste, équitable, et donc qu'on a une population d'employés qui soit diverse. Ok, donc toi, tu t'occupes justement de l'impact social de Doctolib, donc on parle exactement à la bonne personne pour nous dire un peu finalement comment cette plateforme qui nous permet de trouver un professionnel de santé, que ce soit l'ostéopathe, l'ophtalmo ou une gynéco, une sage-femme qu'on peut avoir besoin en 5 minutes, en quelques clics, et va même plus loin aujourd'hui, nous permet de le faire pour nos parents, pour un proche qui ne peut pas le faire. Au moment où ça a été pensé, est-ce qu'on peut essayer de revenir sur l'impact social aujourd'hui de cette plateforme ? Oui, alors donc Doctolib a 11 ans, et au moment où ça a été créé, il y avait 2 missions initiales qui sont restées les mêmes.
Les deux problèmes auxquels on voulait répondre, c'était d'abord la charge de travail des soignants et la qualité de vie des soignants, qui aujourd'hui évidemment sont face à des défis colossaux qu'on connaît en termes de charge mentale, charge administrative, etc. Et deux, faciliter l'accès aux soins pour les patients et tout simplement répondre à cette idée qui est aujourd'hui encore très répandue, que la santé c'est trop cher, trop compliqué, trop loin. Et donc on a vraiment, il y a 11 ans quand ça s'est créé, on a vraiment pivoté autour de ces deux missions qui sont aujourd'hui encore d'actualité. Et donc l'objectif c'est aider les médecins dans leur quotidien, dans la gestion de leur cabinet, leur permettre d'avoir une qualité de vie plus importante, et aider les patients à être en meilleure santé, avoir une santé plus préventive, à mieux gérer leur parcours de soins et ceux de leurs proches, avec moins de stress. Donc quand vous avez un problème de santé au milieu de la nuit et que vous pouvez prendre rendez-vous avec un pédiatre ou un généraliste, c'est aussi l'impact social qu'on a. Ok, très clair, merci. Guillemette, quand on a préparé l'échange, moi j'ai retenu Colva Médical. En tout cas, c'est un outil qui vient aider un cardiologue à mieux identifier les battements du cœur. Donc plus il est précis, plus il a des chances de réussir à l'opération. On est d'accord? Alors, c'est vrai que donc, notre solution, c'est une solution hardware. Donc on développe des dispositifs médicaux. Mais on a aussi une innovation côté software, donc avec l'interface qui permet aux médecins de réaliser l'intervention. Et donc, effectivement, sur cette interface, actuellement, ce qui se fait, c'est qu'on va avoir des signaux ECG assez simples qui sont affichés sur un écran et qui vont servir aux médecins pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions lors de ces interventions. Et on se rend compte qu'actuellement, on est sur un écran d'affichage qui est assez basique. Et donc, il y a une vraie marge de progression, donc, notamment en mettant en place des outils d'aide au diagnostic, donc via des algorithmes experts, pour que le médecin puisse plus facilement établir un diagnostic, plus rapidement aussi, et donc prendre les meilleures décisions lors de l'intervention. Merci beaucoup. Et c'est hyper intéressant cette notion sur le diagnostic parce que je l'ai aussi vu avec Juliette qui disait qu'on a des outils aujourd'hui, on a des solutions tech aujourd'hui qui nous aident par exemple à identifier une rechute de dépression. Donc on a plusieurs outils numériques aujourd'hui. Ça peut être du hardware ou alors des solutions des fois un peu plus douces. Les techos seraient là et ils ne seraient pas d'accord que je dis solutions plus douces, mais en tout cas c'est comme ça que je le comprends. Est-ce qu'on peut le voir ensemble? Comment en tout cas on a plein de solutions aujourd'hui qui nous aident à mieux soigner et qui aident soit le grand public à prévenir, à identifier ce qui va arriver, mais aussi aux professionnels de santé à aller un peu plus loin et à mieux prendre des décisions dans la manière dont ils le font. Alors moi, il y a un champ que je connais bien en santé, qui est le santé des femmes. MyS Life, c'est ce qu'on appelle une femtech, donc c'est pas les femmes dans la tech, désolée, mais c'est vraiment tout ce qui est innovation en santé des femmes. Et ce qui est assez intéressant dans ce domaine-là, c'est qu'il y a beaucoup de propositions d'innovation tech qui émergent pour répondre justement à des besoins pendant lesquels, pendant de nombreuses années, enfin même depuis la nuit des temps pour être honnête, il n'y a pas de solutions qui ont été proposées. Tu évoquais le cas typiquement des rechutes de dépression. Il faut savoir que la dépression, c'est une pathologie qui va toucher plus les femmes que les hommes. C'est de l'ordre de 50% fois plus pour les femmes que pour les hommes. Et justement, en tant que femtech, donc en tant que start-up innovant en santé des femmes, il y a une start-up qui s'appelle Dahlia et qui développe justement un outil. Alors c'est à la fois une montre connectée, mais également évidemment tout un logiciel derrière et une algo un peu sympa qui va permettre de repérer des signaux faibles qui peuvent montrer une rechute en termes de dépression et pouvoir justement lancer tout un protocole d'accompagnement de la patiente ou du patient qui va anticiper justement ces premiers signes de rechute avant que la dépression se soit réinstallée. Et ça, c'est typiquement le type d'outils qu'on peut retrouver, en tout cas en femtech et ailleurs évidemment, mais qui vont être très utiles aussi pour accompagner en fait la patiente et potentiellement le patient sur d'autres pathologies dans son quotidien à travers la tech. Merci beaucoup. J'avais prévu qu'on parle de la femtech peut-être un peu plus tard, mais pour ceux qui... c'est important de rappeler, je trouve que la femtech, c'est quand même une industrie de 60 milliards d'ici 2027, donc où il y a énormément de... Plus. C'est une industrie qui est estimée à 130 milliards de dollars pour 2030, donc tu vois que la marge est grande. Moi, je vais t'arrêter en 2027, mais on est encore plus loin. Il faut voir loin. Plein de belles choses à construire, sauf qu'on se rend compte aussi que même dans cette industrie-là, moi, j'ai été marquée par une étude qui expliquait que même dans l'industrie de la femtech, qui est effectivement pas la tech pour les femmes, mais
un secteur où on vient penser à la santé des femmes, même dans cet écosystème-là, les femmes levaient aussi moins de fonds. Les femmes entrepreneurs qui lançaient des produits avaient aussi un peu plus de mal à exister. Et en tant que présidente de la Femtech, j'aimerais beaucoup avoir ton avis là-dessus. Alors, je ne suis pas présidente de la Femtech, mais je suis présidente de Femtech France, c'est déjà pas mal. Bon, déjà, hein, c'est très triste, mais l'idée, c'est pas de vous décourager de ne pas créer dans la Femtech, parce qu'il y a pas mal de femmes ici. Oui, c'est triste, et en effet, aujourd'hui, les plus grosses levées en Femtech, elles sont sur des Femtech qui ont été créées majoritairement par des cofondeurs, enfin des équipes non mixtes et masculines en l'occurrence. Après, je pense que ça ne doit pas nous arrêter de créer en Femtech ou ailleurs. Il y a tout un... je pense qu'aussi, justement, potentiellement, un retard à aborder les métiers de la tech, pour revenir au sujet qui nous réunit ici, un retard à aborder les métiers de la tech pour les femmes peut être aussi, justement, un retard à avoir les bonnes connexions, le bon réseau, la bonne mise en relation. Et c'est aussi sur ça que nous, on a construit donc l'association que je préside qui s'appelle Femtech France, avec l'idée qu'en réseau, on va pouvoir aller plus loin. Donc, il n'y a pas que des femmes chez Femtech France, il y a aussi des hommes fondateurs. Mais du coup, on essaye de créer un réseau aussi de financeurs qui sont femmes ou women's friendly et qui encouragent justement à aller plus vers ces métiers-là et encouragent les femmes à venir plus vers ces métiers-là. C'est plus on entre dans un domaine en tant que femme, plus on se l'approprie et on rééquilibre en termes d'échanges et de discours. Donc j'encourage fortement, même si vous êtes une femme, c'est pas grave, ça arrive aux meilleurs d'entre nous, à créer en Femtech. Très clair. Et l'idée, c'était absolument pas de dire aux femmes de ne pas y aller, c'était de rappeler les particularités de cet écosystème. Bettina, tu voulais rajouter quelque chose ? Pas particulièrement, non, mais j'étais intéressée d'écouter. Ok, très bien. Mais de toute façon, dans tous les cas, Bettina et Juliette, moi je trouve que vous êtes dans des industries qui sont hyper intéressantes, Guillemette aussi, mais avec un point qui est peut-être un peu sensible. Je me dis que ça peut être un peu complexe quand on crée une IA générative et on prend en compte la santé des femmes. Je sais que sur Doctolib, qui est une boîte que je suis quand même depuis très longtemps, il y a eu beaucoup de réflexions. Ben oui, mais attendez, on est en train de leur donner toutes les informations sur notre santé. Si ce truc-là se fait pirater un jour, comment on va faire ? Et après, arrivé aujourd'hui, je me dis, mais attends, c'est une IA qui va aider mon médecin à prendre des décisions pour mon cœur. Ouh là là, ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça ? Par rapport à l'inquiétude autour des données ? Oui. Alors c'est effectivement un retour qu'on nous fait très souvent. Ce qu'on peut répondre généralement, c'est une réponse assez classique, c'est qu'on est soumis à des standards de sécurité qui sont les normes les plus importantes, les plus strictes qui existent en France et ailleurs. Donc les données sont safe with us. Et par ailleurs, les données sont à aucun moment commercialisées par Doctolib. On ne fait pas 1 euro de chiffre d'affaires sur l'utilisation des données qui ne servent qu'à améliorer le parcours de soins des patients. Donc voilà, c'est généralement ce qu'on répond. Et sur l'IA, on n'y est pas encore tout à fait confronté. On est en train de se lancer là maintenant sur le design de solutions et d'accompagnement de médecins qui utilisent de l'IA. Mais la question, enfin les réponses restent les mêmes. Mais je pense que ma voisine doit avoir des éléments de langage encore plus forts sur le sujet. Alors, pour le coup, nous, chez Olva, on ne fait pas de l'IA, on fait des algorithmes experts. Donc, on n'a pas cet enjeu lié à l'IA. Mais c'est vrai que je te rejoins sur le fait qu'on s'est quand même penché sur la question et on a beaucoup de discussions autour de l'IA. Et c'est vrai que dans l'Union européenne, on a les normes les plus strictes du monde. Donc voilà, même si ce risque existe, il est quand même très mitigé par la régulation européenne qui est très forte. Est-ce que moi je peux poser une question à la salle ? Bien sûr. Est-ce qu'il y en a certaines d'entre vous ici, et on est entre nous, qui utilisent un outil de suivi de son calendrier menstruel ? Il y en a qui n'osent pas répondre. Voilà, merci. Qui utilise Flow ? Qui utilise Clue ? Voilà. Donc celles qui utilisent Clue, leurs données elles sont safe en Europe. Celles qui utilisent Flow, leurs données elles sont moins safe et elles sont aux États-Unis. Si on commence déjà nous, enfin j'entends nous individus, à être attentifs de ce qu'on fait de nos données, je pense que c'est déjà une première étape pour se réapproprier ce débat-là, plutôt que de le faire peser uniquement sur les fondateurs ou les boîtes de la tech qui elles l'utilisent. Pour parler de My Yes Life, nous, c'est un sujet qu'on a intégré depuis le début.
on développe, on termine une IA générative et cette IA, on l'a pensée de manière à ce que justement on puisse l'héberger nous-mêmes, qu'on soit certain qu'à aucun moment les données elles sortent. Tout cet aspect-là, il permet aussi un certain nombre de... En France, on a cette chance-là avec des structures comme, des démarches comme Mon Espace Santé, Doctolib comme MyEsLife sont référencées, de pouvoir dire, voyez, là c'est safe, c'est passé par toute une batterie de tests, et je vous assure c'est très très long, et qui nous permet de garantir qu'il y a de la privauté de la donnée, et après il y a des qualités éthiques et médicales. Mais c'est d'abord à nous de nous éduquer à regarder où sont hébergées nos données. Je sais que c'est chiant de lire les politiques de confidentialité, mais en vrai, c'est bien aussi de regarder où sont hébergées les données, parce qu'il y a déjà 2 grandes règles, l'Europe et les États-Unis. J'évoque pas la Russie et le reste, mais en tout cas, Europe ou États-Unis, vous saurez que d'emblée, vos données, elles sont plus protégées en Europe qu'elles le sont en Russie. Ok, très clair. Et a fortiori en Russie. Je suis partie dans, voilà, aux États-Unis, tout à fait. Et ça montre pour moi aussi l'importance de créer des champions IA européens, puisque en fait, avec le Cloud Act américain, le gouvernement américain peut demander à n'importe quelle entreprise américaine d'avoir les données, accès aux données, donc des entreprises françaises qui disposent de services cloud américains. En réalité, l'État américain peut aller récupérer ces données-là. Donc ça montre bien l'enjeu de l'hébergement des données en Europe et aussi de faire émerger des champions européens en intelligence artificielle. Très, très clair. Avec des femmes. Ouais. Je trouve très bien qu'on ait fait justement ce petit point pour voir ceux qui utilisent Flow et les autres outils. Est-ce que j'avais prévu d'en parler un peu plus tard, mais j'aimerais bien savoir un peu vous, récemment, des outils ou des innovations qui nous aident à mieux prendre soin de nous, qui ont retenu votre attention. J'aimerais bien savoir un peu qu'est-ce qui vous a marqué. Alors nous, en fait, à chaque fois, on avance sur 2 volets, à la fois, encore une fois, la qualité de vie des soignants et la santé des patients. Côté soignant, on vient de sortir une innovation assez forte qui est un assistant de consultation qui, en gros, permet aux médecins d'avoir un compte-rendu en direct de la consultation et qui, donc, lui permet de ne pas passer 20 minutes de la consultation sur son ordinateur à rentrer manuellement les données qui lui sont données par le patient. C'est donc une technologie de speech-to-text qui fait qu'il peut être 100% concentré sur l'échange avec le patient et que le compte-rendu est fait automatiquement dans l'ordinateur. L'information est hiérarchisée, synthétisée et peut être ensuite envoyée au patient. Ce qui a un impact énorme vraiment à la fois sur la charge mentale, encore une fois, du praticien et la qualité de soins qui est offerte aux patients qu'il reçoit. Donc ça, c'est un exemple côté soignant. Côté patient, on travaille sur des nouveaux services gratuits et payants qui sont à venir. Dans ce qui va être disponible aujourd'hui, ça va être un carnet de santé disponible sur Doctolib qui va vous permettre de centraliser toutes vos données de santé auxquelles l'application a accès. Vous faire par exemple des rappels personnalisés de prévention, de vaccins, de suivi de la santé, encore une fois la vôtre et de vos proches, et donc encore une fois de faciliter la façon dont vous prenez soin de votre santé. Très clair, merci. Guillemette. Ça peut être soit chez Olva Medical directement ou ce qui, toi, dans ton écosystème, a retenu ton attention. Alors effectivement, l'utilisation de l'intelligence artificielle en tant qu'aide au diagnostic des médecins, c'est quelque chose qui va vraiment transformer la médecine. Donc on en parle beaucoup au niveau de la radiologie. Il y a beaucoup de radiologues maintenant qui ont accès à des modules d'IA qui leur permettent d'établir un diagnostic, et on se rend compte que l'IA est plus performante en fait que l'homme ou la femme pour établir un diagnostic à partir d'images de radio. Donc, même si évidemment le médecin est celui qui doit ensuite, à partir de ce diagnostic, prendre les bonnes décisions pour le patient, ça ouvre la porte à beaucoup d'innovations en santé qui vont nous permettre de mieux soigner et de soigner plus rapidement, donc de soigner davantage de personnes également. Juliette. Alors, moi, j'ai proposé Dahlia tout à l'heure. Peut-être peut parler un petit peu de MyEsLife. MyEsLife, nous, on l'a vraiment pensé parce que pas tout le monde a la chance d'avoir une copine gynéco. Si vous en avez une,
Gardez-la, voilà, et conserver cette belle amitié. Mais pas tout le monde a la possibilité de passer un coup de fil et de dire est-ce que ça c'est normal, je m'interroge sur ce traitement-là, est-ce que cet effet secondaire-là, je le comprends, j'ai pas d'enfant, j'ai tel âge, est-ce que j'ai un risque ou pas de jamais en avoir, et quel est mon meilleur moyen de le savoir. Donc tout ça, nous, on a voulu le mettre dans une appli, c'est-à-dire donner l'opportunité aux femmes justement d'avoir un accompagnement et de prendre soin de leur santé intime, à la fois en leur proposant un aspect plus communautaire, c'est-à-dire de pouvoir parler avec d'autres femmes sur des pathologies similaires et parler aussi en ayant quelqu'un de bienveillant mais qui garde un œil pour qu'il n'y ait pas trop de bêtises qui soient échangées, bêtises d'un point de vue médical, hein, j'entends. L'autre point, c'est aussi de s'assurer qu'on met à disposition du contenu qui est lisible, sympa à lire, mais toujours validé par des experts. Et puis, in fine, cette fameuse copine, quand on veut vraiment lui poser une question très précise, nous, on met à disposition la possibilité de chatter avec des sages-femmes qui vont pouvoir justement vous accompagner, vous orienter et prévenir. Et ça, on le fait grâce à la tech, dans ce qui, à date pour moi, est mon meilleur ami, c'est-à-dire mon téléphone, et qui permet justement de donner une information. Et ce morceau tech, nous, on y a rajouté une IA qui permet d'aller encore plus loin dans le niveau de personnalisation de l'accompagnement et des conseils qu'on donne à travers l'application et à travers les utilisatrices qui la consultent. Très clair. On a beaucoup parlé justement des différents outils qu'on va avoir, des différentes innovations qui nous vont nous aider à mieux faire. Mais tout ça, c'est possible finalement aussi si on a des femmes dans les équipes qui construisent ces outils-là. Et ce que je trouve intéressant, même quand je regarde notre panel, je sais que tout le monde n'a pas forcément fait des études de médecine pour se retrouver à faire ça, et que tout le monde n'a pas forcément fait des études de dev directement. Peut-être que Guillemette, tu peux nous rappeler un peu ton parcours et comment tu te retrouves dessus, et après, je laisse mes autres intervenantes compléter. Oui, effectivement. Donc moi, j'ai fait une école de commerce. J'ai aussi fait 42. Il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs. Et oui, je pense que tous les profils peuvent contribuer à construire des sociétés de dispositifs médicaux et plus largement des sociétés dans la santé. Et qu'au contraire, d'ailleurs, il y a des études très connues qui le démontrent. Hein. Je pense notamment aux études de McKinsey Women Matters, qui montrent que les équipes mixtes, et même plus généralement les équipes où on a de la diversité socio-culturelle, sont des équipes performantes. Et donc, pour créer des startups, des entreprises qui réussissent, on a tout intérêt à rassembler des profils diversifiés pour en fait profiter d'expériences un peu différentes qui vont permettre, je pense, d'avoir des regards différents et de favoriser cette innovation, cette créativité pour leur permettre de réussir. Ok, très bien. Juliette, tu veux peut-être compléter ? Moi, je suis vieille, alors j'ai fait beaucoup de choses. Peut-être juste je vais le dire, parce que s'il y en a certaines d'entre vous ou certains d'entre vous qui sont justement en reconversion, c'est ce que j'ai cru comprendre pour ce qu'on m'a expliqué. Moi, j'ai 49 ans et je pense que j'ai eu à peu près 4 carrières. Et entre-temps, initialement, j'étais diplômée d'une école de commerce. J'ai eu une première carrière dans la transformation digitale des entreprises. Donc, ça m'a donné un vernis tech, mais j'ai jamais fait de dev. Ensuite, j'ai passé un master spécialisé en santé publique. J'ai travaillé pour le gouvernement pendant un certain temps. Ensuite, je suis partie travailler pour Médecins sans frontières, rien à voir. Et puis, je suis revenue à l'entrepreneuriat, qui était un de mes premiers amours, pour créer cette entreprise que je porte aujourd'hui avec MyYesLife. Et à chaque fois, en effet, il y a eu à la fois un mélange de formation et d'expérience qui m'ont donné l'opportunité de changer de carrière. Ce que moi je retiens de tout ça, c'est que c'est finalement, il y a un moment dans la vie, donc en l'occurrence pour moi c'est en ce moment, où on arrive à réunir toutes ces expériences-là qui sont belles et à en faire quelque chose. En l'occurrence, c'est un peu mon bébé avec MyYesLife, mais voilà, j'ai eu l'occasion de changer plusieurs fois et oui, c'est possible. Ok, très clair. Bettina, peut-être compléter. Oui, moi pareil, effectivement, je ne viens pas du tout du secteur de la santé. Initialement, j'ai étudié les relations internationales et mon rêve, c'était d'être diplomate. Donc mes toutes premières expériences, voilà, je suis un peu à côté. Mes toutes premières expériences, c'était soit en diplomatie, donc en représentation de la France à l'étranger, en ONG aussi, moi c'était Human Rights Watch pendant un moment. Et puis après, j'ai rapidement basculé dans le conseil pour accompagner les entreprises qui voulaient s'engager
dans les grandes lignes pour le bien commun, pour le dire de façon un peu pompeuse, soit via de la RSE, soit de la philanthropie, soit du plaidoyer. Donc j'ai fait ça pendant quelques années. Et puis je suis chez Doctolib depuis 3 ans. Mais en fait, au-delà des questions de santé, c'est vraiment, je crois, la compétence clé, c'est de la conduite du changement en interne, quel que soit le sujet. En l'occurrence, là, c'est l'impact. Voilà. Très clair. Et je sais aussi que quand on a préparé l'échange, je disais, on peut inventer toutes les innovations pour changer la santé, mais on a besoin de s'assurer aussi que les différents écosystèmes et les institutions aussi discutent pour donner une nouvelle force de frappe à ces outils-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si par exemple MySLAF arrive avec un nouveau projet, on a besoin de l'autre côté d'avoir soit un pouvoir public qui soutient et d'avoir aussi peut-être une confédération de sages-femmes qui disent bah oui, c'est OK, on a envie de faire. Aujourd'hui, comment cette discussion-là se passe? Est-ce qu'il faut beaucoup convaincre? Auquel cas, ça veut dire qu'on est encore sur... on avance un peu dans notre coin, mais ça reste encore un peu compliqué? Ou est-ce que, bien au contraire, tout le monde comprend aujourd'hui qu'on a besoin de nouveaux outils et qu'on a besoin d'une médecine qui avance avec son temps et qui soit aussi plus inclusive? Bettina secoue la tête, je peux peut-être répondre. Oui, bien sûr. Alors oui, nous évidemment, la question de la collaboration avec l'État, la puissance publique en général est clé, étant donné le secteur dans lequel on agit et puis l'impact, l'étendue de nos services, disons. Globalement, en fait, ça se passe évidemment très bien. C'est un intérêt commun de nous avoir la confiance des puissances publiques et eux de pouvoir s'appuyer sur une entreprise comme Doctolib pour assurer un meilleur accès aux soins et qualité de soins pour les citoyens. Je pense que l'exemple, on en avait parlé pendant la prépa, qui a incarné ça le plus pour nous, c'est l'épisode du Covid, où quand, je crois que c'était le 16 mars 2020, le confinement est annoncé, on comprend très vite chez Doctolib qu'on va avoir un rôle très important à jouer, d'abord sur la continuité de soins, parce que tout le monde enfermé chez soi, ça posait des questions énormes sur la maladie chronique, la gestion des urgences, etc. Donc on a tout de suite voulu être très agile et très réactif dans la façon d'accompagner les praticiens. Donc c'est passé par exemple par la téléconsultation, qui est aujourd'hui complètement rentrée dans les usages, mais qui à l'époque était assez rare. Donc on a dû former entre 200 et 300 personnes en interne et ensuite équiper gratuitement les praticiens pour que, encore une fois, assurer cette continuité de soins. Et puis dans un deuxième temps, gérer la campagne de vaccination, le déploiement des centres de vaccination, l'équipement de pharmacie, etc. Donc c'était vraiment l'incarnation d'une bonne collaboration avec l'État, de comment une entreprise peut se mettre au service de l'intérêt général dans un moment de crise. Et pour nous, c'est un très grand moment de fierté, évidemment, en interne et, encore une fois, d'incarnation de ce qu'on peut faire de mieux, il me semble. Ok, très clair. Juliette, tu veux peut-être compléter? Il y a l'aspect pouvoir public, il y a aussi tout le monde soignant, tu l'as évoqué tout à l'heure, et ça c'est vraiment un travail assez long d'acculturation. Donc nous au sein de MySLAF, on travaille avec des sages-femmes, avec des médecins, avec donc des gynécos, des endocrinos, des sexologues aussi, parce qu'on aborde aussi les questions de sexualité. Il est clair que pas tout le monde dans le corps soignant et va d'emblée aller vers les outils numériques. Alors il y a un peu le mythe de l'IA qui résout tout, beaucoup quand même dans le monde soignant, mais après qu'est-ce qu'on met derrière l'IA? Tu l'as tout de suite évoqué et tu as très bien fait le sujet des données et des données de santé et de la privauté de ces données-là. Donc il y a tout un travail d'échange long, mais important pour acculturer les soignants. Je pense que ce qui manque aujourd'hui, la dernière step en fait qui manque aujourd'hui dans tout le domaine de la health tech, en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens, c'est de s'assurer aussi qu'on forme les soignants à former les patients à bien utiliser ces outils-là. Et justement, ce qu'on évoquait sur rappeler aux patients où vont leurs données, qu'ils soient attentifs. Il y a une grande autonomie des patients maintenant qui est donnée grâce aux outils tech. Et c'est important aussi que les soignants s'y forment pour qu'ils comprennent en fait le niveau de connaissance et d'où vient la connaissance des patients qui sont en phase 2. En fait. Voilà. Okay. Guillemette, j'imagine que c'est un point que vous avez aussi justement avec les différents cardiologues avec qui vous travaillez. Oui, tout à fait. Donc sur ce que tu disais sur la complexité, est-ce que l'innovation médicale c'est complexe? En ce qui nous concerne, oui. Mais heureusement, j'ai envie de dire, parce que donc on développe des dispositifs qui vont dans le corps du patient et qui vont aller brûler des tissus cardiaques. Donc évidemment, c'est très réglementé. Donc c'est un processus qui est long.
Mais on est très soutenu, donc aussi bien par la France que par l'Union européenne. Il y a beaucoup de programmes de subventions, en fait, tout au long de la vie d'une start-up MedTech. Donc nous, on a déjà obtenu une première subvention, la bourse French Tech Émergence. Mais ensuite, il y a d'autres subventions et l'Union européenne, donc pour vous donner quelques exemples, hein, mais il y a l'EIC Accelerator qui donne 2,5 millions de subventions par start-up lauréate. Donc c'est des sommes importantes parce que la santé, c'est un secteur stratégique et donc c'est un secteur dans lequel il y a pas mal de subventions et d'aides pour faire émerger des acteurs qui vont nous permettre d'assurer notre sécurité sanitaire aussi. Voilà. Super. Merci. Bettina, tu veux peut-être compléter quelque chose ? Non, je réagissais au fait que nous, depuis peu, chez Doctolib, on a une vingtaine de professionnels de santé qui sont salariés de l'entreprise. Jusque-là, on avait différents comités, instances où on collaborait avec eux au quotidien. Mais depuis peu, maintenant, ils sont carrément intégrés à l'entreprise. Et pour les mêmes raisons que toi, évidemment, c'est clé dans le développement d'outils qui les servent directement. Donc, au-delà de la puissance publique, effectivement, tu as d'autres parties prenantes qui sont ultra essentielles à associer. Ok, très bien, merci. Dans tous nos échanges, on a dit que la santé tech, en tout cas, est en train d'évoluer, qu'il y avait énormément de choses à créer pour la santé des femmes, qu'on avait besoin d'avoir des femmes dans ces équipes-là. On a oublié aussi de dire qu'on a des postes il y a énormément de choses à créer, à faire, et que ce sont aussi des postes qui sont hyper rémunérateurs. On en a parlé au téléphone avec Juliette. Au bout d'un moment, oui. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que dans notre audience, on sait qu'on a des personnes qui sont en reconversion, on sait qu'on a des personnes peut-être qui ont eu un background un peu différent et qui ont envie d'aller dans cette direction-là ou une autre. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir ce point-là, parce que c'est quand même le nerf de la guerre. C'est très bien de dire qu'il y a plein de choses qui se passent, mais comment on paye et comment on peut y entrer, je pense que c'est une question que tout le monde se pose. Juliette, qu'est-ce que tu as envie de dire aux femmes et aux messieurs aussi peut-être qui ont envie de rejoindre cette industrie-là aujourd'hui ? Alors, moi, je ne vais pas vous parler salaire tout de suite, déjà parce que je ne suis pas aussi gros que certains d'entre nous autour de cette table. Je me sens visée, personnellement. Et qui, je pense, pourront plus vous parler sur ces questions-là. Enfin, je sais là, je renvoie un peu la balle. Mais de toute manière, les salaires moyens, je vous invite tous à télécharger l'étude Michael Page, pour ne pas le citer, chaque année sur les salaires, qui vous donnera une idée, en gros, de ce qu'on rémunère entre les devs, seniors, pas seniors, et les data scientists. Non, moi c'est peut-être ce que j'avais envie de partager, parce qu'on en avait un peu échangé. C'est clair que dans le milieu de la tech, on a plus d'hommes que de femmes. Ça, c'est de fait un constat. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que donc, nous, quand on a lancé le projet de création de l'IA générative, je suis super contente parce que notre data scientist est dans la salle aujourd'hui. Donc on a fait donc on a lancé évidemment une proposition d'emploi. Et puis comme c'était un projet de recherche, nous on a travaillé avec un laboratoire. Donc le laboratoire de Grenoble, et en fait les deux professeurs qui ont mené avec moi le choix de la bonne candidate, puisqu'il s'est trouvé être une femme, m'ont dit mais c'est la première fois qu'on voit autant de femmes qui postulent sur ce type d'emploi. Et ce qui est assez intéressant, et ça pour le coup je le vois en Femtech beaucoup, c'est que ce soit sur des postes de développeurs, que ce soit sur des postes de CTO ou que ce soit sur des postes de data scientist, enfin totalement dans le désordre, on a beaucoup plus de candidatures féminines parce que c'est assez simple en fait de se projeter, je crois, en tout cas je parle peut-être en leur nom, et je vous invite à interroger Chinou qui est là devant en blanc si vous voulez en savoir plus, mais c'est plus simple aussi de s'identifier, et je pense que c'est plus largement, la santé c'est assez concret, et on voit à peu près... Alors, je rigole parce que je pense que vous avez tous dû voir passer ces pubs là qu'il y a en ce moment pour être recruté à l'armée et donner du sens. Donc vous pouvez aller à l'armée, mais vous pouvez aussi venir dans la santé si vous cherchez du sens dans la tech. Si tu regardes du coup, Bettina. Non, alors j'ai pas forcément de choses à dévoiler sur les salaires. Peut-être une anecdote. Donc il y a un groupe chez Doctolib qui s'appelle la SLG, la Senior Leadership Team, qui sont en gros les 40 top leaders de Doctolib. Et donc par définition, je ne suis pas rentrée dans le détail, mais à mon avis, les top 40 plus gros salaires.
Et puis je me suis amusée récemment, c'est très difficile de récolter de la donnée généralement sur l'origine sociale et économique des gens, et bon, faut aller un peu dans le détail des parcours, mais je me suis amusée à faire la liste, à prendre ces 40 personnes et à regarder les études qu'ils avaient fait. Et en le faisant manuellement sur LinkedIn, je me suis dit, je suis à peu près sûre que les 3/4 ont fait une grande école. Étant donné, je desserre un peu mon Doctolib, mais connaissant l'industrie de la tech, connaissant à quel point ça peut être élitiste comme structure, je partais vraiment en me disant ça va être catastrophique. Et en fait, pas du tout. Il y en avait quand même un tiers, ce qui est énorme et absolument pas représentatif de la société française. Mais malgré tout, j'étais agréablement surprise de voir que les 40 personnes qui étaient les mieux payées chez Doctolib, parmi eux, il y avait, je me rappelle de quelqu'un qui avait fait l'INALCO, donc des études de langue, rien à voir, qui maintenant était d'ARH, un autre qui avait fait sport-études, qui est maintenant un des top commerciaux de Doctolib, qui avait des parcours très très différents. Je pense que c'est en grande partie lié au fait qu'on est une entreprise très très jeune, c'est des gens qui sont là depuis longtemps, à qui on a donné leur chance à un moment donné, mais j'ai trouvé que c'était quand même un motif d'espoir pour la suite. Mais je vais quand même juste nuancer le rêve que tu as vendu au début. Vous serez toujours moins, vous serez toujours moins payé en santé que vous le serez dans une boîte de jeux, pour ne pas les citer. Parce que c'est en France, il n'y a qu'à regarder la répartition des budgets, et c'est pas un domaine dans lequel l'argent coule à flot. Voilà, soyons très francs. C'est un domaine qui paye bien et à juste prix les personnes qui l'emploient, en particulier dans le monde privé. Peut-être pas moins ailleurs. Chez les pharma, peut-être chez les voilà. Ou alors il faut aller dans des laboratoires pharma qui ont de très très gros moyens, et non, tout à fait, et qui sont en capacité de payer beaucoup d'argent. Mais c'est un milieu dans lequel on va probablement, et dans le milieu de la tech, sauf à ce que vous soyez dans la World Company et encore, qui va payer moins que si vous allez demain chez Google ou chez Ubisoft, qui sont des super boîtes, mais ça dépend de ce que vous cherchez. C'est pour ça que j'insiste aussi sur ce côté, donner du sens à ce que vous faites. Voilà, le sens dans son travail n'exclut pas qu'on soit payé au juste prix. Ça, c'est certain. En revanche, si vous venez faire fortune, c'est peut-être un peu moins là qu'il faut aller regarder. Je ne sais pas si tu es d'accord. Bien sûr, mais parce que, je veux dire, si on veut faire fortune, il ne faut pas aller dans la santé. Je veux dire, c'est pas l'industrie la plus lucrative, et heureusement. Mais oui, bien sûr. Alors, j'ai pas voulu vendre de rêve à qui que ce soit. Je voulais surtout faire savoir. Il faut vendre du rêve. J'essaie juste d'être un tout petit peu plus. J'avais surtout envie de dire aux femmes qu'en tout cas, c'est un écosystème qui recrute. Parce que ça, on l'a vu un peu quand on a préparé, et que j'ai quand même regardé aussi. Je fais mes devoirs maison avant d'être avec vous aujourd'hui. On a quand même énormément de postes pour des gens qui sont pas forcément développeurs. Et l'idée, c'était de dire, vous êtes en reconversion aujourd'hui. Il y a peut-être un passé. Il y a peut-être des gens qui ont déjà bossé dans la santé et qui se disent, j'ai peut-être plus envie de faire ce poste-là, comment je peux le réinventer. En tout cas, de dire, cet écosystème-là, il y a des choses à créer, il y a déjà des gens qui sont en train de créer des choses, vous pouvez les rejoindre, les épauler et continuer à faire de la magie avec eux. Parfait, très bien. Je voudrais peut-être juste dire quelque chose quand même. Oui, bien sûr. Vu que j'ai été dev, en fait, moi je me suis reconvertie, et puis là, maintenant je suis CEO d'une start-up medtech, mais que quand même, moi j'ai trouvé que justement, j'avais fait beaucoup d'efforts pour donc faire cette école de commerce et ensuite pas mal batailler dans des postes où j'étais en concurrence avec beaucoup de personnes, et que justement j'avais réussi à me reconvertir en tant que dev assez facilement dans des postes qui étaient quand même bien payés et avec une qualité de vie excellente. 100% télétravail, mais je pouvais aussi venir au bureau si je voulais, intellectuellement très stimulante. Et donc je pense que dev dans la medtech, c'est pour moi quelque chose d'idéal, dans le sens où c'est quand même des métiers qui sont assez bien payés, on a une qualité de vie énorme, et en plus de ça, un sens au travail qui est là de façon assez évidente, quoi. Notre travail a un vrai impact sur la vie des gens et permet de soigner un peu la société, de créer un monde un petit peu meilleur à notre échelle. Merci beaucoup, Yémès. Il nous reste 15 minutes et c'est le moment où je propose à notre audience de partager un peu les questions avec nos intervenantes. Je commence par qui? La première question est toujours un peu difficile, mais je suis certaine qu'on a des questions. Je vais descendre le micro, juste là. Sinon, c'est nous qui allons vous poser des questions. Alors, je commence par qui? Une question. Alors, j'arrive tout de suite.
Alors moi, je ne suis pas du tout experte, mais vous parliez des algorithmes experts et que c'était différent de l'IA. Et du coup, je voulais savoir un peu plus ce que c'était. Voilà. Donc, avec l'IA, on va se baser sur beaucoup de données. Les algorithmes experts, on va plutôt paramétrer en fonction de calculs, d'études un peu plus restreintes qu'on aura pu faire, des résultats qui semblent montrer qu'on a telle ou telle pathologie. Donc, c'est pas la même démarche, en fait, pour arriver à un résultat. Est-ce que j'ai une deuxième question? Oui. Moi, je vais parler plus sur la sécurité. D'après ce que j'ai compris, l'IA, peut-être il y a moins de sécurité des données, c'est ça? Et je ne sais pas s'il y a des règles mondiales, en fait, pour sécuriser les données des gens, ou si quelqu'un... Enfin, 3 questions à la fois. Et si on crée une application ou une plateforme, est-ce que nous, on a le droit, si l'État elle demande des données, de refuser ou pas, en fait, de donner les données de nos clients? Voilà, c'est tout. Merci. Je commence sur les données, puis tu continues sur... Alors, sur les données, donc les règles aujourd'hui, elles sont plutôt par grand territoire, enfin presque par continent en fait. On a beaucoup parlé de la règle, enfin des lois européennes versus les lois américaines. Je vais juste m'arrêter à ces deux-là parce que c'est le plus simple. Donc en France, en Europe, pardon, et en France de facto, on a ce qu'on appelle le RGPD. Et qui fait le lien avec votre dernière question, c'est-à-dire la différence entre la loi sur les données en Europe et la loi sur les données aux États-Unis, elle est par rapport aux propriétaires. Aux États-Unis, le propriétaire de la donnée, c'est finalement la structure qui les récolte. Donc, de facto, si vous saisissez vos données Google, donc, voilà, par exemple, ou Flow, puisque je parlais tout à l'heure des deux outils de suivi de calendrier menstruel. Flow est propriétaire de vos données de suivi menstruel. Et donc, la loi américaine dit que pour des raisons de sécurité nationale diverses et variées, l'État peut demander à la personne qui détient les données, donc en l'occurrence Flow, qui de fait aux États-Unis est propriétaire de ces données-là, de les mettre à disposition de l'État sous couvert que ça réponde à un besoin de sécurité, qui, dans certains cas, peut être savoir si oui ou non la personne était enceinte. De l'autre côté, en Europe, les données appartiennent à celui qui les émet, enfin, qui en est à l'origine. Donc, typiquement, quand vous rentrez vos données dans un calendrier menstruel hébergé en Europe, comme c'est le cas pour Clou, c'est à vous. Et en aucun cas, la loi ne peut avoir, l'État du pays dont vous dépendez ne peut demander en fait à l'entité qui héberge vos données de les mettre à disposition puisqu'elles ne lui appartiennent pas. C'est le principe même de détenir quelque chose. Si ça ne vous appartient pas, vous ne pouvez pas le donner. Et c'est ça qui fait la grande différence en termes de protection et qui importe beaucoup sur là où sont stockées en fait vos données, quelle que soit l'utilisation qui en est faite, que ce soit dans une intelligence artificielle ou que ce soit simplement dans une application. Oui, mais en cas, il y a une application internationale en fait. Il n'y a pas de loi internationale sur les données, c'est chaque pays, sauf en Europe où on s'est mis d'accord entre les pays européens, qui définit ses propres lois. Et après, ce qui va compter, c'est le serveur. Oui, concrètement, c'est le serveur sur lequel sont hébergées vos données. Est-ce que ce serveur dépend d'une loi européenne ou dépend d'une loi américaine? Et ça, c'est toute une histoire en fait de territoire. C'est où est-ce qu'il est positionné en fait. Merci. Je ne sais pas si tu veux compléter ou si tu voulais compléter sur l'IA. J'arrive tout de suite de ce côté-là. Je prends 2 dernières questions, puisque je suis aussi garante du temps. Madame. Bonjour, je suis un master en ce moment de l'étude informatique pour la statistique publique et je voudrais étudier plus pour le niveau plus avancé. Par exemple, algorithme et AI, est-ce que vous savez, il y a des formations qui m'adaptent? Merci.
S'il y a des formations spécifiques, alors quelles sont les meilleures formations là-dedans? Honnêtement, j'ai peur de vous dire quelque chose de pas tout à fait correct. Je n'ai pas forcément en tête les meilleures formations. Une école, déjà, faire de l'informatique, c'est un bon départ. Ensuite, il y a effectivement des formations spécifiques. Mais je ne peux pas vous faire une liste comme ça. Je ne sais pas quelle est la meilleure formation, honnêtement, en France. J'avais une question. Juste peut-être en complément, parce que je demande la validation de la dame devant moi. L'Université de Grenoble propose une série de formations qui sont assez pertinentes dans ce domaine-là. En tout cas, c'est avec eux qu'on travaille. Oui, j'avais une petite question. On a parlé beaucoup d'IA générative. Et je pense que ma question, elle va plus s'adresser à Doctolib, mais peut-être que les autres aussi seront concernés. Est-ce que vous utilisez quand même la technologie de la blockchain, notamment pour authentifier? Je sais que certains documents qui passent par l'application Doctolib sont quand même des documents qui doivent être authentifiés, j'imagine. Est-ce que vous utilisez la technologie de la blockchain? Et si oui, est-ce que vous pensez que c'est une technologie sur laquelle il y a encore beaucoup d'enjeux qui se jouent? Est-ce que vous avez tendance à vouloir développer un peu plus ça ou Je vais être décevante, mais la réponse, c'est que je ne sais pas. Okay. Donc, je ne veux pas vous dire de bêtises. Okay. Mais je pourrais me renseigner. Ça marche. Est-ce qu'il y a une autre... Monsieur. Merci. Bonjour. Une première question, parce que voilà, par rapport à mon... On m'entend bien? C'est bon. Par rapport à mon cas, moi je travaille en hôpital dans un groupe privé, au groupe Ramsay, je pense que vous connaissez tous. La première question que je me posais, c'est pourquoi, que ce soit l'hôpital public ou groupe privé, n'utilisent pas davantage ces technologies ou n'investissent pas davantage. Et la seconde question, parce que je suis en reconversion, parce que les conditions dans les hôpitaux sont relativement compliquées. Qu'est-ce qui pourrait, entre guillemets, motiver davantage, me concernant ou d'autres personnes qui sont dans le secteur, qui sont dans les hôpitaux, à contribuer à ces applications? Merci. Merci beaucoup. Donc sur peut-être pourquoi est-ce que l'innovation paraît peut-être un peu lente dans le monde hospitalier, dans la santé de manière générale. Je pense que c'est lié à plusieurs choses. D'abord, il y a l'aspect réglementaire. Donc Solva, on a des preuves de concept de nos dispositifs qui ont été testés sur des animaux, mais on estime qu'on ne pourra pas arriver sur le marché avant 5 ans, parce que vous avez toute une phase réglementaire qui est très lourde, puisqu'on est sur des dispositifs qui sont sensibles, donc il faut évidemment faire des études cliniques approfondies. Donc pour vous donner quelques délais, il faut faire une première étude clinique de faisabilité de 6 mois minimum. Ensuite, ce qu'on appelle des études confirmatoires, donc sur un pool de patients un peu plus important, donc entre 50 et 100 patients, et c'est aussi minimum 6 mois. Après ça, il faut avoir des certifications, donc qui vont dépendre des marchés qu'on vise. Si on veut pouvoir commercialiser sa solution dans l'Union européenne, il faut obtenir ce qu'on appelle le marquage CE. Et là, les délais d'obtention du marquage, c'est plus d'1 an. Donc vous avez toutes ces contraintes-là. Ensuite, vous avez des barrières à l'entrée qui sont assez importantes, puisque on est sur des technologies qui demandent pas mal d'investissement, donc pas mal de financement, avec des compétences spécifiques. Donc il faut arriver à rassembler la bonne équipe, avec parfois des expertises très poussées, et obtenir les financements nécessaires pour développer les dispositifs. Donc je dirais que globalement, c'est barrière à l'entrée importante et aspect réglementaire fort, qui font que peut-être on a l'impression que l'innovation en santé est un peu plus lente que dans d'autres secteurs. Et oui, puis il y avait une deuxième question sur comment est-ce qu'on peut contribuer en tant que dev, par exemple, ou à l'innovation en santé. Alors il y a tout un écosystème qui est assez important dans les medtech.
Donc, s'intéresser à ce qui se fait actuellement en France et peut-être même dans des medtech européennes. Et il y a pas mal de postes qui sont ouverts. Donc, si ça vous intéresse, je vous conseille de vous rapprocher de certains réseaux spécialisés. Il y a France Biotech, il y a le SNITEM, il y a Medicine, qui sont des réseaux qui vont regrouper des startups medtech. Et s'adresser à ces entreprises-là pour participer à leurs projets. Et Femtech France. On rediffuse. Non, mais tout à fait. Non, mais je comprends parce qu'on le fait aussi. On rediffuse les propositions de CV et on fait aussi de la diffusion d'offres d'emploi. Peut-être juste pour compléter, il y a cet aspect difficile pour les boîtes de la tech. Pour moi, avoir débuter un certain nombre de projets et travailler avec le secteur plus hospitalier public. Il y a aussi une histoire de ressources en fait disponibles. Tout le monde le sait, en milieu hospitalier, il y a déjà la contrainte de pouvoir répondre aux services pour lesquels les gens sont là, c'est-à-dire se faire soigner. Donc pouvoir dégager du temps pour consacrer ce temps-là à des projets qui par ailleurs sont longs et demandent plusieurs années d'études, de tests et de qualifications, fait que ça rend la démarche un peu plus longue. Très bien, merci beaucoup. Je prends une dernière question. Très bien. Bonjour, merci pour vos explications. Alors moi, la question que je voulais savoir, c'était comment s'articule le développement en fait, de ces applications sans la connaissance médicale. Notamment, vous me dites que vous avez développé du coup des programmes, des algorithmes pour des opérations cardiaques. Comment ça s'articule et comment vous échangez avec les professionnels de santé sur ces sujets-là? Alors, donc moi, je suis associée à 2 chercheurs. En fait, Olva, c'est une spin-off d'un centre de recherche. Ça veut dire qu'on valorise des travaux de recherche qui ont été faits par mes 2 cofondateurs, pendant 3 ans. Donc, à partir de ces travaux de recherche, on crée une société dont l'objectif est de passer de la preuve de concept à un dispositif médical utilisé par les patients. Et donc, c'est à travers une collaboration entre des profils super diversifiés, donc un médecin, cardiologue, ingénieur traitement du signal, développeur, qu'on arrive ensemble à créer une solution qui est pertinente, qui est valable d'un point de vue scientifique. D'accord, très bien, merci. Merci beaucoup. En tout cas, on arrive à la fin de notre échange. Petit effet de scène. Non, un grand merci à vous d'avoir partagé ce moment avec nous qui a été hyper riche et j'espère en tout cas qu'il a plu à notre audience. On a partagé énormément d'éléments. Si vous avez quelques questions, je pense qu'en sortant, on pourra compléter. Mais en tout cas, moi, j'ai été ravie de partager cette scène avec vous. Merci à vous. Merci à tous. Merci beaucoup.